Mais merci d'être là déjà. On est heureuse de vous accueillir et d'être accueillis ici, nous, par la bibliothèque Assia Djebar. Merci beaucoup à Catherine et à tous les membres de la bibliothèque qui ont fait pas mal de boulot pour nous accueillir et dans de bonnes conditions, donc on est ravis. Nous, on est donc les membres du site Les Romantiques, qui vient de fêter ses 20 années de lecture, de partage. Voilà. Et donc, à partir de 2016, on a lancé le Festival du roman féminin pour mettre des auteurs à l'honneur. Donc, des auteurs pas forcément féminins, vous voyez. On nous faisait la réflexion. Voilà. Des hommes aussi, mais des auteurs qui sont lus principalement par des femmes. Donc, en 2016, 2017, 2018 et 2019, on a eu 4 éditions en présentiel du Festival du roman féminin, dont 2 pas très loin d'ici. Voilà, c'est là où on a fait la rencontre de Catherine de la bibliothèque Assia Djebar. Et en 2020-2021, on a fait 2 rencontres virtuelles auxquelles certaines d'entre vous ont participé, via Zoom, une nouvelle découverte pendant le confinement. Et aujourd'hui, donc en 2022, eh bien, on fait une édition en présentiel à nouveau pour une demi-journée ici à la bibliothèque Assia Djebar. Et 7 auteurs donc, nous ont fait l'amitié d'être ici avec nous. Je vais présenter un petit peu l'après-midi. Donc, on va commencer par une table ronde avec tous les auteurs, dont le thème, alors ce sera animé par Catherine de la bibliothèque, dont le thème est comment lutter contre les préjugés sur les romans de genre. Et je pense qu'on a tous beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Ensuite, à partir de 15h30, il y aura des présentations par thématique. On va commencer par les auteurs qui écrivent du fantastique. La présentation sera animée par Anna. Ensuite, à 16h15, on aura la présentation des auteurs qui écrivent des romans contemporains, animés par Rina. Et à 17h, la présentation des auteurs qui écrivent des romans historiques, animés par moi-même. Et ensuite, on terminera par un quiz où il y aura des livres à gagner. Voilà, tous les livres que vous allez voir un petit peu ici présentés seront à gagner avec des questions très, très compliquées. Voilà, qui ont été... c'est fait par un prof quand même, hein, donc voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Non, voilà. Le but, c'est de vous faire gagner des livres. On remercie aussi les éditions J'ai lu, VFB Éditions et Juno Publishing qui ont offert des livres, les livres avec lesquels vous allez pouvoir repartir. Et donc là, je vais laisser la parole à Catherine pour cette première table ronde. Comment lutter contre les préjugés sur les romans de genre? Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà. Déjà, moi, je voulais témoigner. On est une des rares bibliothèques, enfin la seule à Paris. Il y en a aussi en province et en banlieue. Et on est la seule à Paris à développer un fonds romance conséquent, puisqu'on tourne autour en sachant que comme c'est une bibliothèque de prêt, on est beaucoup dans la nouveauté ou des choses comme ça. Et donc, on a à peu près entre 500 et 600 romances dans la bibliothèque à prêter à nos lecteurs. Et donc, justement, déjà, je voulais, avant de parler de comment on lutte contre les préjugés de certaines littératures, savoir, chacun d'entre vous, pourquoi vous avez choisi ce genre pour vous exprimer. Parce que je pense que c'est important de... Qui veut commencer? Juliana et Marie, pas peur. Alors, pourquoi j'ai choisi la romance? Peut-être parce que l'amour, c'est quand même la plus belle chose sur Terre. Au départ, c'était un peu par hasard. En me promenant dans mon supermarché local, je vois des livres avec une jolie couverture rose. Je les regarde et à la fin, il était marqué « Si vous voulez envoyer un manuscrit ». Et c'était il y a 10 ans, une collection qui se lançait, qui s'appelait Amouresin. Et il se trouve que j'avais des manuscrits sous le coude. J'écris depuis longtemps et j'avais déjà écrit quelques romances. Donc j'ai envoyé. Et 10 jours plus tard, on m'a appelé en me disant « On va vous publier ». Voilà, ça a commencé comme ça et j'y ai pris goût. Et depuis, j'ai écrit une quinzaine de romances et je crois que je ne vais pas m'arrêter.
Moi, ça a été tout simplement parce que j'aime beaucoup l'urban fantasy, je lisais beaucoup de romans, et il y avait plein de romans où il y avait des jeunes filles de 18 à 25 ans qui cherchaient l'âme sœur, qui tombaient amoureux d'un vampire ou d'un loup-garou. Bon, je ne suis pas du tout la cible, et au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien que ça soit un mec, et donc j'ai commencé à écrire ma première saga, Drake Arthur, chez J'ai lu. Et ensuite, j'avais un personnage qui est gay à l'intérieur, et j'avais envie de raconter son histoire. Et donc, ce qui fait que j'ai commencé à écrire son histoire, et de fil en aiguille, j'en suis à 2 sagas et à des comédies romantiques, et j'avais envie de m'éclater en écrivant ça. Et le plus beau compliment qu'un lecteur m'a fait, ça a été vos romans, c'est un antidépresseur. Donc j'ai fait, je prends, je le prends. Et depuis, j'essaye que tous les romans que je sors essayent d'être des antidépresseurs pour les gens. Et j'espère que ça fonctionne, en tout cas. Alors, un petit peu comme Marie aussi, parce que l'amour, c'est ce qui motive un petit peu tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être publié. Donc, le premier truc qui a été publié, c'est une nouvelle donc chez Site Press, mon tout premier éditeur, qui est donc un bouquin de Copenhague, qui est une romance entre 2 garçons. Et du coup, c'est donc Eric qui m'avait dit, mais j'aimerais bien que tu m'écrives quelque chose, etc. Et donc, je me suis laissé aller. Et du coup, j'ai écrit cette nouvelle, parce que je suis plutôt attiré par l'urban fantasy que la romance en elle-même. Parce que dans l'urban fantasy, quand un truc ne nous plaît pas, il suffit d'utiliser la magie et hop, il fait disparaître les cadavres facilement. Alors que dans la romance, ce qui prime, c'est l'histoire d'amour. Donc c'est vrai que j'essaie de mettre dans mes histoires d'urban, de mettre de la romance, mais c'est pas ce qui prime. Alors après, j'ai aussi sorti des titres uniquement de romance. Ça me plaît aussi à écrire, c'est facile, mais du coup, quand on n'a pas la facilité scénaristique de se dire ce personnage est chiant et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Il faut monter le. Voilà. Et là, voilà, c'est moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton de. Alors de mon côté, c'est pas facile de passer après toutes les bonnes choses qui ont été dites. Je fais plutôt partie en fait, des auteurs infidèles. Je ne suis pas fidèle à un seul genre, donc j'écris de la romance entre guillemets. En fait, c'est plutôt de la comédie romantique du coup. Et ce que j'aime en fait, c'est la puissance des sentiments entre les personnages, ce qui fait que je m'aventure dans beaucoup de genres différents. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'offrir quelque chose de vrai, des choses aussi qui font parfois réfléchir sans être moralisateur. Et c'est ça que j'aime en fait dans la puissance de l'amour aussi. Et c'est ce qui caractérise donc en fait mes livres et pourquoi j'écris. Et pour ce qui est de la comédie romantique, ce pourquoi je suis là de base ici, c'était, je suis désolée, ça va pas être très beau, c'était un pari. On m'avait dit que comme je n'avais pas d'humour, j'étais incapable de faire rire dans un roman. Et donc, j'ai décidé de prouver que la personne avait tort. Voilà. Et ça a fonctionné puisque le roman était publié. Et voilà. Alors moi, en fait, avant d'être autrice, avant d'écrire des romans, j'étais surtout, je suis toujours une très grosse lectrice de romances. J'ai commencé à lire des romances historiques, je devais avoir 14-15 ans, et c'était en piquant les livres de ma mère dans sa bibliothèque. Et au fur et à mesure du temps, c'est un genre qui est resté vraiment très prédominant dans mes lectures, même si j'aime beaucoup la fantaisie aussi. Je suis une très très grande fan de Tolkien. Et vers 2004-2005, j'ai voulu commencer à écrire, mais je ne me sentais pas encore la force d'écrire un livre original. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de fanfiction. J'ai beaucoup écrit de fanfic durant plusieurs années. Et en 2018, j'ai gagné un concours sur Wattpad. C'était sur une fanfiction, toujours. Et c'était sur le Hobbit, sauf que c'était une romance. Et du coup, je me suis dit, si ça marche, pourquoi j'essaierais pas d'écrire ma propre romance? Et je voulais rester dans cet univers fantasy.
J'aime beaucoup la fantasy, mais c'est vrai que quand on lit de la art fantasy ou de l'heroic fantasy, il n'y a pas vraiment de romance, c'est très mal amené. Et je voulais vraiment écrire, moi, une histoire avec ce côté-là. Avec un peu d'humour aussi, j'aime bien avoir des héroïnes qui ont du répondant. Donc en fait, j'ai écrit en 2018 mon premier roman, Atlantea. C'est la biologie qui est présentée. Et j'ai soumis le manuscrit en 2019 et malheureusement il m'est arrivé un drame, j'ai perdu mon fils de 4 ans et sur le moment écrire ça m'intéressait plus, enfin, j'ai plus du tout la tête à ça et finalement j'ai eu un retour d'une éditrice qui est aussi une amie qui m'a dit voilà ton roman est pas mal mais il y a des points à retravailler et finalement pendant le premier confinement avec mon mari on a repris le manuscrit d'Atlantea. Et j'ai réécrit, ça nous a permis de passer un très bon moment ensemble. Et du coup, Atlantea, le premier tome, le 12 novembre, ça fera 1 an qu'il est sorti. Et depuis, j'ai écrit des spin-offs, mais vraiment axés beaucoup plus romance du coup. Et la romance, je suis une grande romantique, donc c'est quelque chose que j'aime lire dans les livres que je choisis et que j'aime écrire. Et je pense que c'est quelque chose qui restera encore pendant très 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 longtemps, peut-être même jusqu'à la fin de ma vie. Alors, pour moi, donc, la romance, c'est on a tous des traditions familiales. Chez moi, la romance, c'est une tradition familiale. J'ai aussi beaucoup vidé la bibliothèque de ma grand-mère, qui était une fan de Barbara Cartland, qui lisait tout ce qui pouvait s'approcher de près ou loin à une romance. Je me souviens des vieilles collections de Charles Quint notamment, et ça s'appelait la série Royale, etc. Les tout petits livres, j'adorais, je lui piquais ça. Je les lisais en cachette parce que j'avais pas le droit. À 14 ans, ma mère voulait pas que je lise ça, donc je me planquais pour aller les lire. Et donc voilà, c'était vraiment une institution. J'ai toujours vu ma grand-mère, mes tantes, ma mère. C'était le cliché, on va dire, de nos vacances d'été. C'était Transat plage et Barbara Cartland, donc c'était un peu ça. Et donc du coup, voilà, ça s'est transmis de mère en fille. Il faut savoir que je viens d'une famille de 6 filles et que j'ai moi-même 4 filles. Donc on est très très rose, on est très genré chez nous. Voilà. Donc la romance, oui. Alors la romance plutôt dans un cadre aussi aventure. Voilà, on aime aussi tout ce qui est épique. Donc c'est pour ça que quand je suis tournée spontanément vers l'historique, je voulais de la baston, de la trahison, quelques morts à droite à gauche. Mais les gentils qui gagnent toujours, évidemment. Voilà, est-ce que je suis une guimauve et je trouve que le monde est assez moche comme ça, donc autant lire un livre où ça termine bien à la fin. Et puis, ce qui me plaisait, c'était les interactions entre justement le héros, l'héroïne, les personnages secondaires, etc. Et d'emmener aussi un peu le lecteur, justement faire un tour, de ne pas prendre son siècle pour acquis, ni la période dans laquelle on vit pour acquis, parce qu'on est un tout petit maillon dans la grande chaîne de l'humanité, et d'essayer de comprendre en fait quels étaient les codes de telle ou telle époque et qu'ils n'étaient pas plus bêtes ou plus idiots que ce que nous on peut vivre. C'est-à-dire que si on avait vécu à telle époque, on aurait fait exactement la même chose. Il ne faut pas prendre nos grands-parents pour des crétins. C'est plutôt eux qui ont peut-être de quoi être concernés par moment avec nous, mais donc voilà, d'essayer de comprendre en fait quels étaient les codes et comment est-ce qu'on arrivait à vivre et comment est-ce qu'on vivait très bien. Chacun justement soit en cassant justement les codes, parce qu'on est aussi quand même à travers l'histoire des gens qui ont bien cassé les codes, quelle que soit la génération, et de transmettre justement, voilà, je dirais quelque part de façon un peu pompeuse, connaître l'amour du beau, du juste, et je trouve que voilà, quand on a une vie belle et juste, il y a forcément l'amour avec un grand A dedans, voilà. Alors moi j'ai découvert la romance à l'âge de 11 ans. C'était dans la bibliothèque de mon quartier. J'ai vu c'était Harlequin en plus, donc j'ai découvert ça comme ça. Je dis ça a l'air pas mal. Sur la couverture il y avait un couple, donc j'ai regardé, j'ai pris. J'ai tellement adoré qu'ensuite j'ai pris tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque pour les lire parce que c'était vraiment trop top. Donc ce qui m'avait intéressé de base c'était le happy end. Et c'était la première fois que je lisais un livre avec un happy end. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on va toujours lire des livres qui nous démotivent, enfin, voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressée dans la romance. Et c'est pour ça que j'en lis toujours. D'ailleurs, je suis comme Juliana, je suis une grosse lectrice. Je lis plus que je n'écris. D'ailleurs, ça, c'est mon gros problème, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Et que je continue à lire de la romance, même encore maintenant, parce que j'adore ça. Les histoires qui terminent bien, c'est entre les deux couples, c'est vraiment... ce que j'aime lire dans ces histoires-là.
Et j'en écris aussi beaucoup, forcément. Et j'ai commencé à écrire, à inventer mes histoires un peu après quand même, parce que bon, je trouvais, j'avais une imagination, je me suis dit, ah, c'est cool. Mais j'ai attendu un bon moment quand même avant de pouvoir faire lire mes histoires. Et finalement, bon, il y en a qui ont aimé. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je me lance. Mais voilà, et je reste quand même une trop grosse lectrice pour écrire plusieurs livres par an, comme font certaines personnes. Donc voilà. Alors la deuxième question que je vais vous poser, c'est alors que, moi je le remarque, il y a beaucoup de lectrices de romances, il y a beaucoup d'auteurs. Est-ce que vous avez rencontré des préjugés par rapport à ce genre? Et d'après vous, pourquoi ce préjugé face à ce genre? Est-ce que c'est parce que c'est trop à l'eau de rose, comme certains le disent? Est-ce que c'est parce que, comme ça finit bien, moi je vous dis toutes les phrases que j'ai entendues, comme ça finit bien, il n'y a pas d'intérêt à l'histoire, etc., etc. Qu'est-ce qui fait pour vous, d'après vous, que ce genre est encore décrié aujourd'hui, alors qu'il y a énormément de lectrices, voire même quelques lecteurs, qui s'intéressent à ce genre? Je pense que ça me fait votre question, écoutez, on ne peut plus pertinente. Je pense qu'on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre. Je suis publiée dans 2 maisons d'édition, une qui a vraiment pignon sur rue, donc chez Harlequin dans la collection Victoria pour l'historique, et chez VFB Édition qui est une plus petite maison d'édition. Donc j'écris des romans d'aventure où la romance est en premier plan. Et c'est très drôle parce que chez Harlequin, parce que c'est à l'étiquette Harlequin, j'ai un lectorat exclusivement féminin ou alors certains ne se sont pas encore manifestés. Et chez VFB Édition, j'ai plein de retours d'hommes, sous prétexte que justement il n'y a pas l'étiquette rose bonbon, voilà, il n'y a pas l'étiquette Barbara Catland avec ses petits chiens, voilà. Et le côté guimauve, on va dire, où justement l'image d'Épinal qu'on peut avoir de la romance, qui est forcément la littérature de grand-mère qui tricote dans son appart, quoi. Ou de vieilles filles aigries. Et donc, du coup, c'est très amusant de voir que c'est les mêmes histoires. Alors, oui, j'ai pas de ligne éditoriale aussi tranchée chez VFB Édition que je peux l'avoir chez HarperCollins. Mais concrètement, je suis la même auteure, j'écris les mêmes histoires. Je me permets juste d'être un petit peu plus Game of Thrones, on va dire, peut-être chez VFB Édition. Mais ça reste encore une fois des romances et j'ai pas pour autant le même lectorat. Voilà, parce que j'ai même eu un petit... ça fait beaucoup de bien quand ça arrive, un agrégé d'histoire, rien que ça, qui m'a envoyé un mail, parce que donc il était en vacances avec son épouse et ses enfants, et son épouse va jouer dans la piscine avec les enfants, et donc monsieur regarde sur le transat de madame ce que madame était en train de lire, et c'était une de mes romances, et comme au bout d'un moment, jouer avec les enfants, c'était bien, mais il préférait rester à faire la crêpe sur sa serviette, il a commencé à lire en fait ce que lisait son épouse, et il a lu un de mes romans, justement, qui était chez VFB Édition, à la merci des rois, d'ailleurs, pour mémoire, un roman sur les descendants de Clovis. Et donc, du coup, il m'a écrit un mail en me disant oui, c'était très bien étayé, très machin, très bidule. Et donc, j'ai juste ri, parce que je dis, s'il m'avait googlisé, il aurait peut-être vu que j'étais publiée chez Harlequin et que du coup, la démarche n'aurait pas été la même. Bon, même si j'ai pris le mail et que j'étais très flattée. Hein. Mais voilà, et c'est vrai que j'ai pas les mêmes retours. Quand je dis que je suis publiée chez VFB Édition, ah, tu fais des romans d'aventure? Je fais oui, des romances. Et j'insiste sur le mot romance, hein, je me cache pas du tout. J'écris de la romance historique. Voilà. Et quand je dis, vous savez, je suis aussi publiée chez Harlequin, ah ouais, voilà. Tout de suite, ça devient rose bonbon guimauve, quoi. Ouais. Je crois que les gens qui ont ce genre de préjugés n'ont jamais lu de romance, en fait. Et moi, je le teste dans les salons locaux dans ma région que je fais. Et je pose toujours la question un peu pour attirer les gens. Quel genre de littérature lisez-vous? Et alors on me dit du polar, des biographies, des romans historiques. Ah bon? Et de la romance? Ah non. Alors on a une sorte de recul. Alors, je ne touche pas à ça. Et je pense que pour aller contre ce préjugé, il faut faire de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer. Alors, je prends mes livres et je leur montre, je leur dis, mais vous voyez, ce n'est pas seulement une histoire d'amour. Autour d'un couple ou de plusieurs couples, on peut construire une belle histoire avec des vrais personnages
qui ont des interactions avec d'autres. Donc il y a les personnages secondaires, il y a des histoires de famille, il y a un peu de suspense de temps en temps. Donc j'ai envie de dire que la romance, ça mélange un peu tous les genres en fait. Et je crois que c'est en ça qu'on doit la valoriser et la mettre en avant pour que cette peur de recule et qu'on considère finalement la romance comme presque comme de la littérature générale, pourquoi pas, avec une histoire d'amour au centre et un happy end, parce que ça, Fabiola, ça fait longtemps, c'est vraiment une accro du happy end, et si on lui dit que Roméo et Juliette c'est une romance, elle va dire non, surtout pas. Donc voilà, je crois que c'est à nous, les auteurs de romances et de comédies romantiques, de vraiment éduquer nos lecteurs et ceux qui n'en lisent jamais en leur disant mais vous allez trouver plein de choses dans nos livres, beaucoup plus que vous ne pensez. Alors moi j'écris de la romance entre deux personnages qui sont deux hommes, et donc là les préjugés sont plus déjà il faut impérativement le faire comprendre que non, c'est pas parce que s'il y a deux hommes qu'automatiquement ça va être comme des lapins, et que voilà, donc on essaie de leur faire comprendre ça. Et surtout moi ce que j'essaie de faire comprendre au lectorat, alors féminin et masculin, c'est que justement l'histoire d'amour entre deux hommes, ça peut être pareil avec deux femmes, c'est un amour entre guillemets, si je n'aime pas ce mot-là, normal. On a le droit de le lire et on a le droit de savourer ça, et que non tous les romans où il y a deux hommes qui se rencontrent, voilà, ce ne sont pas que des lapins. La vie n'est pas un film pornographique, donc forcément on essaie de déconstruire ce préjugé-là et de leur dire que justement sur une romance gay, eh ben, c'est une romance que l'on peut voir comme sur les téléfilms sentimentaux qui se passent sur TF1 maintenant, et puis sur M6, ce qui est un drame pour moi. Que voilà, on a droit de ça, et qu'on a droit de se laisser tenter, on a droit de le lire, et que oui, il peut y avoir une scène érotique à l'intérieur, mais c'est pas ça qui va caractériser forcément le roman, et qu'on a le droit, voilà, de se laisser tenter. Et il y en a beaucoup qui se laissent tenter, mais il faut vraiment marchander. On est vraiment sur du marchandage pour le coup. Faire de la pédagogie, tout ce qu'on veut. Voilà, moi je suis prof et j'en ai marre de faire de la pédagogie, j'en fais déjà tous les jours dans mon boulot. Donc au bout d'un moment, je refais de la pédagogie en disant mais non, allez-y, tentez. Mais c'est vrai que c'est assez dur de lutter contre ces préjugés. Mais on y arrive au fur et à mesure, et voilà, de dire que quand on va avoir deux hommes qui vont faire l'amour, forcément... il y a des scènes qui doivent exister et pas fantasmer. Il y en a beaucoup qui le fantasment, mais en disant non, ça ne marche pas ce genre de scène, donc on ne peut pas le faire. Mais voilà, on essaie au moins de montrer que une histoire d'amour entre deux personnes du même sexe, en fait, voilà, ça termine en happy end, que c'est formidable et qu'il faut les lire. Il ne faut pas les mettre au placard en disant ah non, justement, j'ai pas envie. Non, il faut se laisser tenter. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose que vous disiez juste à l'instant. Pourquoi vous expliquez, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi des films, des comédies sentimentales ont quand même beaucoup de succès, et que ça pose aucun problème qu'on aille voir des comédies sentimentales, et que la romance en livre ait ce préjugé-là de... je dirais, je fais de la provocation, de la sous-littérature, il y a ce préjugé de sous-littérature, c'est mal écrit, c'est tout ce panel de réponses qu'on peut avoir. Alors j'ai appris quelque chose il y a peu de temps et je ne savais pas. En fait, pour la petite histoire, j'ai la grande sœur d'une amie qui a, celle qui connaît ça mieux que moi, n'hésite pas à m'interrompre. Grosso merdo, nous on écrit des vrais bouquins, c'est-à-dire qu'en fait je prends vraiment mon tapuscrit de la lettre A jusqu'à la lettre Z, c'est Penny qui l'a fait et je ne dois rien à qui que ce soit, entre guillemets, hormis moi dans mon écriture. Bon, si à mon éditrice beaucoup, mais bon voilà, sinon c'est vraiment mon bouquin. Et en fait, donc, la grande sœur de cette amie m'expliquait que quand elle était étudiante, donc on a bien 20 ans d'écart, hein, donc elle n'est pas si âgée que ça, n'est-ce pas? Et voilà. Non, je viens de fêter mes 40 ans, donc j'ai le droit de bouder, hein, c'est pour ça. Voilà. Et donc du coup, et elle me disait que elle, à l'époque, quand elle était étudiante, pour arrondir ses petites fins de mois, elle récupérait en fait
des moules, on va dire, entre guillemets, et qu'elle devait réarranger. Mais en fait, tout était déjà fait. On mettait le nom d'une nana anglo-saxonne, mais grosso merdo, le scénario était déjà pondu. Il n'y avait plus qu'à remettre un peu en forme à la française. Et en fait, c'était du roman préfabriqué. Donc, et c'est là où justement cette femme dit à sa petite sœur, à ma copine, là, bah oui, non, mais attends, mais ta copine, d'accord, elle est auteure, mais en fait, ces bouquins, c'est du pré-mâché. Et puis donc Jeanne lui dit, bah non, Penny, elle écrit tous ses bouquins, c'est vraiment elle. Et donc il a fallu qu'elle me rencontre pour me regarder droit dans les yeux et savoir que je ne mentais pas. Et que non, c'était bien, c'est pas du préfabriqué. Donc je pense que comme il a existé aussi ça pas mal dans les années 80, pas mal de romans préfabriqués par des grosses maisons d'édition qui avaient pignon sur rue, justement comme Harlequin, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'image populaire, en fait, que la romance, c'est du préfabriqué? Et en plus, on se cloue de fait les deux pieds parce que bah, c'est une happy end, même si je suis archi fan des happy end, évidemment. Mais grosso modo, on connaît la chute. Voilà, ils vont forcément finir ensemble. On ne sait pas comment, mais on connaît la chute, faut être honnête. Voilà. Et en plus, comme c'était du roman préfabriqué, eh bien, je pense que ça a été du roman second zone. Et là, je vais lever aussi le petit point girl power. Là, je pense que comme c'est la littérature féminine, eh bien, c'était voilà, la ménagère de moins de 50 ans ou la ménagère de plus de 50 ans, et elle va nous lire du Sissi Impératrice ou équivalent, et voilà, et donc du coup, c'est toujours le beau, riche et super costaud qui va épouser la petite jeune, vierge évidemment, et je ne sais pas quoi, un peu Cendrillon, entre guillemets, voilà, un peu ce côté-là. Et en fait, la romance, mais c'est tout sauf ça, on a tué Blanche-Neige et Cendrillon il y a déjà très très longtemps, en fait. Voilà, mais je pense que ça reste encore dans l'image populaire, un sous-genre littéraire, parce que c'était préfabriqué, que c'est pour les femmes, et qu'on est persuadé, en effet, de coller à un cliché. Voilà. Ça a beaucoup évolué, évidemment. Pour reprendre la question, moi, justement, que ce soit notamment dans Murder by Magic, justement, je m'amuse avec ces codes-là. C'est que mon personnage Jim est très sarcastique et justement, il dégomme ce genre de choses en disant que oui, que les téléfilms de Noël, c'est toujours la même chose, c'est toujours la pauvre fille qui habite à New York, qui va rentrer chez elle pour les fêtes de Noël parce qu'il y a un gros drama dans sa vie et qu'elle va retomber sur son petit copain de l'époque ou alors chez le type qu'elle ne pouvait pas blairer à l'école et que résultat des Tu courses... as beaucoup regardé M6, hein. Mais j'adore pour témoigner, mais j'adore. J'ai un disque dur de 150 téléfilms de Noël. Mais parce que j'adore ça. Voilà. Mais en fait, quand on regarde ce genre de téléfilm, c'est qu'on a l'impression que pendant 1h30, on est coupé de tout. On s'en fout de ce qui se passe. La maison peut cramer, les gamins peuvent s'entretuer. On s'en fout. Et là, pour les romans, je pense que c'est autre chose, c'est que parce que les romans, c'est soit on est dans le lit, soit on est dans un fauteuil avec, voilà, on est embêté. En fait, on est embêté, ou même dans les transports. On a un peu honte, entre guillemets, de lire ce genre de choses, et donc on préfère ne pas le dire. Après, dire qu'on a regardé un téléfilm, on n'a pas besoin de dire ce que c'était. J'ai regardé un téléfilm de Noël, alors bien entendu, il y a 36 millions de personnes qui m'ont levé les yeux au ciel en disant « Ouais, d'accord, ok, oui, on sait très bien comment ça va se terminer, mais justement, en fait, on s'en fout de comment ça va se terminer. C'est justement de savoir comment les scénaristes vont amener l'histoire. » Et je pense que, voilà... On a juste besoin de ça en ce moment, de se dire, ben voilà, on peut regarder ça, on peut lire ces romans-là, on a besoin de ça. Et que peu importe ce qu'on va penser les autres, on le lit, on le regarde, et puis la maison un peu brûlée, c'est pas grave. Tiens, vas-y. À toi. Vous n'êtes pas obligé de tous de répondre. Plutôt être sur la question initiale. C'est vrai que comme j'ai plus sorti d'histoires d'amour entre deux garçons, souvent en fait on me dit il n'y a pas assez de sexe dans vos romans, et je leur dis mais oui, mais tout ne tourne pas autour du sexe, c'est-à-dire que quand on lit une romance autre, ou quand on regarde un téléfilm de Noël ou autre sur M6 ou autre chaîne, souvent en fait il n'y a pas de scène de sexe. En fait, ce qu'on veut raconter, c'est comment est-ce que deux personnages tombent amoureux. Et moi c'est vrai que dans mes romans il n'y a pas tout le temps de scènes de sexe, parce que ça ne se justifie pas. Et s'il y a une scène de sexe, c'est parce que ça se justifie. J'ai écrit un roman où les deux personnages sont des loups-garous, et donc forcément, comme il y a ce côté animal, ce côté bestial,
là, il y a plus de scènes de sexe. Mais si par exemple on prend Fantôme ou autre contrariété, il n'y a pas de scène de sexe du tout, parce que dans l'histoire, ça se prêtait pas du tout à ce qu'il y ait une scène de sexe. Alors, je vais jouer encore les provocatrices. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines couvertures de certains éditeurs aussi incitent Oui. Ah, quand on reçoit, nous on fait des bookfests à la bibliothèque et souvent, quand on voit ces beaux mecs bien musclés sur les couvertures, voilà, est-ce que ça aussi, ça incite pas aussi les lecteurs à se dire ah oui non mais c'est encore ça va être encore du sexe, etc. Oui, évidemment, il y a cette ambiguïté, parce que là, effectivement, on est en train de parler d'une histoire d'amour, donc forcément, le dénouement, c'est que les personnes couchent ensemble. Oui, mais je veux dire, c'est vrai que les couvertures sont assez quand même provocatrices par rapport pas toutes, mais certaines, chez un certain nombre d'éditeurs, et ceux, je dirais, qui ont un peu plus pignon sur rue pour un certain nombre, c'est quand même, voilà, nous sur 4 romances qu'on va recevoir, il y en a 2 au moins où on va avoir ce type de couverture. Voilà. Mon cas personnel, j'ai la chance pour le moment d'avoir un droit de regard sur la couverture. Donc c'est vrai que quand on me propose un mec torse nu, etc., bah je dis non, ça ne me plaît pas parce que c'est pas ce que je veux mettre en avant. Donc, c'est vrai que sur mes couvertures, du coup, puisqu'on me demande mon opinion, du coup je peux le donner, donc j'ai cette chance. Par contre, je sais que c'est pas forcément le cas pour tous mes collègues auteurs. Donc, juste. Mais pour rebondir sur cette histoire, oui, mais tendu un piège. Sur cette histoire de couverture, c'est clairement marketing. Mais le truc, c'est un marketing qui fonctionne parce qu'il y a beaucoup de lectrices qui ne vont acheter que ce genre de couverture parce qu'elles savent qu'elles veulent des scènes érotiques et voilà. Et un livre qui mettrait un torse nu, par exemple, et qui n'aurait pas de scène érotique, il se ferait descendre. Donc c'est vraiment un jeu, Mais du coup, je pense que la question c'était est-ce que ça ne provoque pas aussi un rejet et une espèce de mépris du genre, alors que parce que les gens sont focalisés sur le fait que la romance, en fait, finalement, c'est effectivement une histoire de sexe et pas le reste. Tout à fait. Mais par rapport à tout ce que vous avez lancé comme question, moi j'aimerais revenir sur comment faire pour lutter là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette histoire de Cendrillon et tout, on les a tués, voilà, etc. Et moi ce que j'aime beaucoup justement dans les romans, donc les romances, etc., c'est de pouvoir maintenant proposer autre chose, aborder des sujets dans les romances qu'on n'abordait pas à l'époque. Par exemple, moi j'aime mettre en scène une héroïne qui a décidé de ne pas avoir d'enfant parce que voilà, c'est un droit, c'est un choix. La femme, elle n'est pas obligée d'avoir un enfant pour être heureuse. Et c'est vraiment en abordant des thèmes novateurs comme ça que par rapport à une ancienne littérature qu'on peut vraiment capter un autre public et leur faire comprendre que ces romans, voilà, c'est pas de la vieille guimauve et que ça peut plaire à tout le monde. Et comme j'ai de la chance en fait d'écrire, à la base j'écris de la fantasy, j'ai énormément de lecteurs qui ne lisent pas de romance. Et comme ils aiment bien mes œuvres de fantasy, ils ont été sur mes comédies sentimentales juste après, qui n'étaient absolument pas leur came. Mais absolument pas. Mais en fait, au bout d'un moment, eh bien, les lecteurs apprennent à faire confiance à l'auteur et ils vont lire et ils vont se dire, et c'est les retours que j'ai eus, mais je m'attendais pas à ça, je pensais pas que ça serait comme ça. Et finalement, ton héroïne, elle tombe pas en pamoison devant l'homme et tout. Ah, c'est surprenant. Oui, c'est ça. C'est pas du tout ça. Et donc, c'est à force, et vraiment en s'accrochant là-dessus, que ça va se développer. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les études historiques, dans tous les gender studies qui évoluent, qu'on s'intéresse de plus en plus aux relations entre hommes et femmes à travers l'histoire, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. C'est quelque chose qui se développe. Et donc, si on transpose aussi bien du côté scientifique qu'en littérature, ça va évoluer tout ça. Voilà. Et j'ai aussi énormément d'hommes qui me lisent.
Et ils lisent les comédies sentimentales, et ça, c'est vraiment génial. Et des hommes aussi bien de 30 que de 60 ans, donc vraiment... Moi, je pense qu'il y en a plus qu'on le croit. Oui, c'est faire le pas de contacter, mais oui, il y en a. Ouais, et c'est vraiment génial parce que leurs retours permettent vraiment de s'améliorer aussi, de voir les choses. Ils ne typent pas sur les mêmes choses, et donc ça peut être très drôle. Alors, l'un des préjugés qu'il y a sur le romance, c'est-à-dire qu'une lectrice de romance, c'est une lectrice qui lit des livres avec que des scènes de sexe. Donc déjà, effectivement, il faut arrêter de penser ça. Et c'est un gros travail qu'il y a à faire dessus. Donc, et ça, c'est très, très compliqué à dire que non, c'est de la romance, il n'y a pas que du sexe dedans. C'est une histoire entre deux personnes. Parfois, il y aura du sexe, parfois, il n'y en aura pas. Et puis, voilà, quand il y en a beaucoup, c'est qu'il y a, effectivement, comme disait Sébastien, c'est que il faut le faire. Quand il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est l'un des préjugés, que c'est très compliqué. Et pour revenir sur la question des couvertures, il faut aussi que la lectrice de romance se retrouve dans les livres qu'elle achète. Et si on change les couvertures, ça risque d'être compliqué et ça fait perdre aussi pas mal d'électorat. On a vu ça avec J'ai lu, n'est-ce pas? Qui avait changé les couvertures, bon, pour des raisons, mais bon. En tout cas, voilà, si on change la couverture, ça veut dire qu'on perd aussi des lectrices de romance. Et on veut garder ces lectrices de romance. Certes, on veut aussi qu'il y ait d'autres personnes, mais si on veut garder les lectrices de romance, on ne peut pas se permettre de changer toutes les couvertures. Donc oui, il y aura encore des couvertures avec des torses, etc. Après, c'est à l'auteur, à l'éditeur d'expliquer que c'est pas parce qu'il y a un torse qu'il y aura que des scènes de sexe dedans. Non, mais je disais pas qu'il fallait changer. Oui, je dis simplement voilà, que voilà, c'est le travail à faire justement. Est-ce que ça contribue pas? Ça peut contribuer, mais c'est après à nous de faire en sorte d'expliquer. C'est le travail dont on parle depuis tout à l'heure, de pédagogie. Moi, j'ai toujours mis mon nez dans les couvertures. Bon, la plupart, j'ai été plutôt bien lotie, donc j'ai pas pleuré. Mais dans le sens où j'avais eu, par exemple, des retours de copines qui m'avaient dit « Ah oui, en gros, parce qu'elles n'avaient pas lu. » Et elles me disent « Bah oui, en gros, ce que tu écris, je suis désolée pour les petites oreilles, il n'y a pas d'enfants. » Elles me disent « En gros... » Là, ils sont au fond. Ils sont au fond. Restez au fond, les enfants. Qui disent « Bah oui, en gros, ce que tu écris, c'est le porno de maman. » Voilà, alors non, parce qu'en fait, si je voulais écrire du 50 Shades, j'aurais écrit du 50 Shades et c'est pas le cas en fait. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est que de fait, oui, on est bien d'accord qu'une histoire d'amour, ça se termine par un contact physique, hein, sinon c'est un petit peu compliqué sinon, voilà. Mais pas forcément dans l'ordre dans lequel on aurait pensé, et pas forcément, enfin voilà, c'est pas entrée plat dessert, c'est pas une recette magique, c'est d'abord une rencontre en fait, c'est d'abord deux âmes qui se lient, et quand ça match et qu'on en arrive justement à un échange des corps, tant mieux entre guillemets pour eux. Voilà, mais c'est pas une obligation et c'est pas à l'instant T parce qu'on aura décrété que grosso modo tous les 3 chapitres il me faut une scène de sexe parce que sinon mon lectorat va bouder. Ben non, parce que déjà je pense que il y a un lectorat pour ça, il y a des auteurs pour ça. Je dis si vous voulez lire quelque chose de plus trash, de plus sexe, de plus, il y en a. C'est pas le problème. Le panel il est extrêmement large. On peut passer entre guillemets voilà de de la petite maison dans la prairie à Game of Thrones. Voilà, et là vous mettez votre curseur en fait un petit peu là où vous pensez devoir le mettre en fonction de votre histoire. Et c'est vrai qu'il y a des histoires qui se prêtent beaucoup plus à des scènes sensuelles et d'autres au contraire on va plus être dans la retenue et plus dans la pudeur parce que ça colle à nos personnages, parce que ces personnes-là ils sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus réservés, enfin je dirais tous nos héroïnes ou nos héros ne se ressemblent pas tous parce que sinon ce serait un peu emmerdant, mais pour nous aussi en tant qu'auteur, hein, pas qu'en tant que lecteur. Et justement quand on prend un panel un petit peu large de personnalité, tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas les mêmes désirs, tout le monde n'a pas la même vie sexuelle, et tant mieux d'ailleurs, et on n'a pas besoin d'en faire... Enfin, la romance, pour moi, c'est pas du porno, c'est pas du sexe. Bien sûr qu'il y aura du sexe, au contraire, faites l'amour les gens, c'est très bien, faites pas les guerres. Mais c'est pas le but du bouquin, en fait. Le but du bouquin, c'est de voir comment, alors moi, de fait, chez moi, c'est hétéro, c'est voir comment est-ce que madame va se construire, comment monsieur va se construire, comment ils vont se rencontrer, comment est-ce qu'ils vont se construire ensemble, et vers quoi ils vont, en fait, tendre et aboutir. Et pour moi, c'est ça, voilà, c'est une construction, en fait, c'est une relation qui se construit. Et c'est pas juste voilà, des scènes de youplala, histoire de dire « Ah, c'était sympa, j'ai eu les faux aux joues, là, trop bien ». Pas qu'aux joues d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc non, c'est pas ça. Et sur les couvertures, oui, je suis d'accord, il y a des couvertures typiques, on va dire, de la romance.
Je trouve qu'elles ont quand même pas mal évolué, parce que quand on regarde les couvertures kitsch des années 80, je suis oh my god, on revient de loin. Voilà, mais oui, mais c'est trop ça. Voilà, où vraiment c'est la caricature. J'ai dit, mais que font-ils sur cette couverture? Ça ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Voilà, et puis on arrive sur des choses, justement, je trouve un peu plus. Alors, pudique n'est pas le bon mot, c'est pas ce que je veux dire, mais ou qui laisse un peu plus de place, justement, peut-être à l'imagination pour découvrir monsieur, pour découvrir madame, et voir un peu comment les choses. Voilà. C'est vrai que moi non plus, je ne serais pas très très contente si mes éditeurs me proposaient une couverture avec juste la feuille de vigne. Non, aucun intérêt. Franchement, c'est comme un cadeau. On l'aime bien avec du papier d'abord, on le dépiote après, mais on veut bien le cadeau et le petit cordon doré, quoi. Voilà. Après, des scènes de sexe, il n'y en a pas que dans les romances. Hein. Oui. On est stigmatisé quelque part. C'est écrit de la romance, donc t'écris du sexe, quoi. Voilà, bah non. Pour remonter à ce que tu viens de dire, c'est l'année dernière, mon éditeur fait une collection de nouvelles de Noël. Et pour moi, voilà, fan de téléfilms de Noël, il n'y a pas de scène de sexe à l'intérieur. Et donc, ça a été, bon, mais tu t'en mets pas? Non, j'en mets pas, ok. Bon. Et elle me propose une couverture avec un Père Noël sexy, avec un mec torse nu. J'ai fait, ah oui, bah là on va tromper la marchandise, hein, parce que là clairement ça annonce la couleur. Et donc j'ai dû me battre pour qu'on change le personnage dessus. Bon, ça a été assez rapide. Et quand on l'a présenté à un salon pour un recueil de Noël, ça a été la lectrice. Je regarde s'il n'y a pas d'enfant. Ça a été, il y a du cul. Bonjour. Voilà, moi c'est Thomas Roux, hein, c'est pas les du cul, donc voilà, ça a été voilà, en préliminaire j'ai connu mieux. Ce qui fait que, disant non, c'est une romance de Noël, un conte de Noël, oui, non mais d'accord, mais il y a du cul. Non. Et on sentait le regard, ouais, mais aussi un petit côté frustration, non. Ah, d'accord. Mais vous êtes sûr? Bah, un petit peu quand même. Donc voilà. Donc ce qui est vrai que non seulement on doit se battre pour la couverture pour justement montrer que la romance c'est pas forcément que voilà, quand on voit une couverture avec un biker torse nu avec une fille derrière, on sait très bien qu'ils vont pas réparer le car dans le vidange. Mais forcément, tu sais pourquoi tu l'achètes aussi. Mais exactement. Si tu as envie de ça, achète ça. Exactement. Voilà. Et quand on dit mais non, il y en a pas, voilà, on est frustré. Attends. Alors, moi, j'ai eu le contraire, il n'y a pas longtemps. J'ai découvert, à mon grand étonnement, que j'étais une autrice de romans presque porno, alors que par un commentaire, juste un commentaire. Alors que mes scènes, bon, oui, dans mes comédies romantiques, il y a des scènes d'amour explicites, mais plutôt soft, plutôt poétiques. Et ce commentaire, c'était attention, roman à ne pas mettre dans toutes les mains. Il y a des scènes. Et alors, j'étais la première à le découvrir. En plus, c'était pour un roman dans lequel, justement, il y en a moins. Bon, donc voilà. Donc, des préjugés, ça peut jouer dans tous les sens. Et il y a aussi, bon, ce préjugé, on dit, oh, tu écris des romances, mais alors tu écris du porno. Ou alors les gens qui vous disent, oh, mais alors tu écris ta vie en fait, hein, tu as vécu ça. Et bon, alors souvent, c'est un peu gênant parce que souvent ce sont des amis et ils regardent mon mari, il c'est absolument plus maître. Alors, justement, Marie, moi le mien il est vachement fier, toi il fait ouais, je m'inspire, ouais. Oui. Bon, alors le mien il est anglais, donc il faut dire que bon, il est très réservé. Et la chose la plus drôle qui nous soit arrivée, c'est que en édition, un de mes romans a été traduit en anglais et il a été très mal traduit. Donc là, l'éditeur a très peu payé et c'était quasiment du Google. Et quand le manuscrit traduit m'est revenu, je l'ai montré à mon mari, il m'a dit ça va pas du tout. Bon. Et on a révisé le roman ensemble en anglais. Parce qu'il ne me lit pas, je ne sais pas les filles si c'est votre cas ou pas, il ne lit pas mes livres. Et il y avait certaines scènes, il me disait oh, mais non, c'est pas possible, ils font ça dans l'ascenseur. Il était extrêmement choqué. Donc voilà, je passe parfois pour une autrice de porno alors que c'est
Pas du tout. J'ai eu quelques petits retours aussi. Comme ça, j'ai un bon ami qui a voulu offrir ça pour sa fille un de mes bouquins pour sa fille de 12 ans. J'ai fait, je pense pas. Écoute, je suis maman moi-même de 4 filles et je filerai pas mes bouquins à ma fille de 12 ans. Comme dit, après chacun éduque ses enfants comme il le veut, mais en tout cas, moi personnellement, je ne mettrai pas mes bouquins dans les mains de mes petites filles, parce qu'à 12 ans, c'est encore des petites filles. Hein. Voilà, donc, donc des réflexions du style, notamment mes enfants en ont eu. Ouais. Ah, mais ta mère, elle est. Il n'y a pas d'enfants? Non, il y a des ados, mais oui, ça, ah, mais ils entendent pire à l'école, hein, donc c'est pas il me dit que ça, oui, ta maman, elle écrit des romans de boules, super, très très classe. Je dis non, maman écrit de la romance historique. Et donc, du coup, j'ai demandé à mes filles, justement, je dis, mais ça vous fait de la peine concrètement? Enfin, alors bon, elles sont bien plantées dans leur pompe, donc elles me disent non, on n'a rien à cirer, au contraire, on défend, on est vachement fiers. Voilà, on est très contents quand on va faire même les courses, hein, on va au supermarché, ah, c'est les bouquins de maman, etc., voilà. Donc, d'ailleurs, les copines regardent sur la photo si c'est vraiment la même tête que moi. Bon, ça, si c'est en vrai. Mais non, mais ça peut être en effet, oui, dans le biais de la famille, soit une petite réflexion à nos conjoints, soit une petite réflexion à nos enfants. Mais comme je disais, avec beaucoup d'humour, parce que mon mari a beaucoup d'humour, c'est ce qu'il me dit. Non, au contraire, si aux yeux de tes lectrices, tu peux dire que c'est moi qui inspire toute ta créativité lors de ces scènes sensuelles, elle me dit oui, c'est plutôt pour moi, je pense, un bon compliment. J'ai fait oui, mon chéri, oui, c'est toi, bien sûr. Et pour rebondir à ce que venez de dire sur l'âge, nous, c'est vrai que le fonds romance, il est lu aussi bien par des jeunes de 14 ans, 14-15 ans, que par des personnes plus âgées. C'est comme les tatins, plus anciennes. Notre plus vieille lectrice doit avoir 87 ou 88 ans et qui lit la romance aussi. Et c'est vrai que ça, c'est une question qu'on a beaucoup de la part de mamans qui lisent elles-mêmes de la romance et qui ont des filles de 14-15 ans qui commencent. Et plusieurs fois, moi, ça m'arrive qu'elles viennent me voir en me disant « Mais vous êtes sûre est-ce que je peux lui laisser lire ça ?» etc. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas leur interdire, parce que si elles ont envie de le lire, elles le liront. Et que il faut être là pour en discuter avec elles s'il y a des choses ça peut être sujet à discussion. Exactement. Mais je pense que ça ne sert pas... Alors, 12 ans, c'est encore petit, hein, mais 14-15 ans, je pense que... moi, je pars du principe que ça ne sert à rien de leur interdire, parce que, au contraire, ça leur donnera encore plus envie de le lire. Donc, elles le lisent, et puis on peut en discuter, elles peuvent en discuter, d'autant plus que leur mère les lit aussi, et donc, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas... et c'est ça aussi, en ça que je trouve que c'est un genre intéressant, c'est que non seulement c'est un genre qui est très vaste, hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir de la fantaisie, il y a les romances historiques, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça touche un public très large. Voilà. Et je voulais... vous vouliez rebondir sur ce que... Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais, ici, quelque chose qui est important, je pense, pour tous les auteurs aussi qui sont présents, c'est par rapport au jeune public, le fait que ce qu'on met dans nos romans, en fait, ça peut servir. Et je trouve que c'est important dans la maturité, dans la réflexion, et aussi dans la manière d'aborder l'amour. Parce que, par exemple, je ne dis pas que c'est mal, mais par exemple, il y a beaucoup de romans qui mettent en scène les bad boys sur la manière dont il y a des garçons qui traitent très mal les filles, mais les filles sont super amoureuses d'eux, et voilà, c'est ces mecs-là, c'est le méchant garçon, et tout ce fantasme. Et par exemple, dans mes romans, je trouve que c'est important de montrer que le respect est très important. Désolée, je m'embrouille un peu, mais c'est l'un des intérêts de la romance aussi. C'est de montrer ce qui peut être bien, mais ce qui peut être mauvais aussi. Et de déconstruire des fois ce qu'on peut voir au cinéma, ce qu'on peut voir à la télé, et montrer tous ces dangers. Et je pense que, moi c'est comme ça que je le prends, que quand on écrit des histoires d'amour, c'est toujours important de penser à qui va le lire, et notamment au jeune public, par rapport à ce que ça peut leur apporter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Tout de suite, pour réagir, je veux dire, c'est quand même mieux de voir une histoire où les femmes sont épanouies, maîtres de leur destin, et qu'il y a d'amour et de respect, plutôt que de niveau historiquement savoir que les femmes, les histoires d'amour, ça finit toujours mal, Yveute, Juliette, est-ce que c'est ça? Ça, c'est la littérature. Où les femmes meurent toujours, ils sont victimes de l'homme, etc. Donc moi je dis que c'est aussi un peu, c'est une menace pour l'intelligentsia masculine ou autre de voir que les femmes s'assument.
et que ça se passe bien et qu'on n'est pas obligé de mourir à chaque fois. Justement, dans ce rôle que la romance peut avoir, il y a celui du thème qui est très important et très à la mode actuellement, qui est le consentement. Et ça, c'est vraiment très important. Et dans mes romans, et dans la plupart des romances, on peut de manière subtile montrer que la femme, parce que c'est souvent la femme qui... Bon, elle consent et que l'homme doit, bon, je parle des romans hétéros, je pense que c'est pareil, hein, et que l'homme doit, enfin qu'il doit y avoir de part et d'autre consentement. Là, on a vraiment un grand rôle à jouer, et sur le consentement, et sur aussi la protection. Quand on parle de consentement, c'est actuellement, parce que quand on regarde les romans historiques, la romance des années 80, alors là, il n'y a pas de consentement. Oui, là, je pense que c'était du viol, et je t'arrache tes vêtements et je me précipite sur toi. C'est peut-être, enfin, c'était ma dernière question. On est d'ailleurs tout à fait sur une évolution, et tant mieux en fait. Oui, oui. Et même en romance historique, même quand on traite d'invasion barbare, oui, parce que notamment j'ai une romance moi, sur Attila et Léon, niveau consentement, c'était un peu compliqué, voilà. Mais étant donné justement, voilà, évidemment, on a bien compris que le personnage masculin que je mettais en avant, c'était pas le plus goujat de tous, hein, voilà. Je dis pas que c'était le plus sain, mais c'était pas le plus goujat. Et on a de toute façon, oui, des thématiques qui sont abordées, qui ne l'étaient pas du tout, parce qu'en effet, pour avoir lu pas mal de romances, justement, où c'est un peu le cliché, donc Bienvenue dans les années 80, où c'est le PDG de je sais pas quoi, qui va gentiment mais sûrement mettre sa secrétaire dans son lit. Quel cliché celui-là. Eh bien, c'est de fait, oui, c'est toujours le charme. Elle est charmée à coups de restaurant, à coups de yacht, à coups de machin, à coups de bidule. Et c'est quasiment la courtisane, on va dire, des années 80. On n'est plus du tout, justement, nous, ni lectrices, ni auteurs, sur ce type de profil, sur ce type enfin, honnêtement, même celles qui gardent encore un peu, je pense à 2-3 auteurs que j'ai rencontrés qui sont très, très encore dans le mythe un peu du milliardaire, etc. et tout. On n'est pas du tout sur sur ce profil-là. On est justement au contraire sur... on a des héros qui avouent aussi leur part de sensibilité, hein, sans pour autant être forcément sur le mode gringalet, sans tomber. C'est toujours, en fait, l'histoire, c'est un éternel balancier, en fait. C'est un coup, on va trop dans un sens, un coup, on va trop dans l'autre. Et c'est pareil, c'est que on essaie de trouver, de rester dans une romance au sens peut-être traditionnel du terme, tout en y ajoutant justement des choses qui sont de notre temps, qui sont des sujets de préoccupation de notre temps. On parle de protection, on parle de consentement, on parle de fécondité, on parle de maîtrise des naissances, etc., etc. Et ces thématiques-là, on les retrouve quand même à travers l'histoire, parce que nos arrière-grand-mères étaient préoccupées par les mêmes sujets que nous, hein, tout simplement. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre, hein, donc voilà. Et c'est important, je suis d'accord sur le rôle éducatif et à qui on va confier nos bouquins, et comment ils peuvent être interprétés, que ce soit par un homme et une femme ayant déjà une vie sexuelle, ou un jeune qui n'en a pas encore, ou qui débute, etc., etc. Et oui, il y a un rôle éducatif d'autant plus, dedans. moi je rajouterais qu'il y a, je pense, beaucoup de jeunes qui ne parlent pas beaucoup avec leurs parents de ça, et que c'est aussi une manière pour eux d'éducation, enfin d'une certaine manière. Oui, il vaut mieux ça que certaines chaînes interdites au plus de 18, au moins de 18 ans, pardon. Par conséquent, voilà, c'est aussi important par rapport à ça. Pour rebondir à ce que tu disais, avec Sébastien, on a écrit Les Mystères Fantastiques de Paris. C'est un steampunk, donc c'est un côté fantastique plus côté historique. Et notre personnage féminin, Louise de Staël, elle est bisexuelle, c'est une femme au caractère bien trempé, et on avait vraiment envie justement que cette femme, voilà, a envie de coucher avec qui elle a envie de coucher, elle n'a pas sa langue dans sa poche, et les premiers retours que l'on a eus, c'était « Ah, mais on la déteste !» Mais pourquoi vous la détestez en fait? « Ah, mais ça se passerait pas du tout comme ça !» What? Enfin, c'est pas parce que ça se passe pendant l'exposition universelle de Paris en 1889 qu'il n'y avait pas des femmes qui avaient justement avaient une pote qui avait envie de dire merde au premier duc venu en disant bah non tu vas pas me retrousser à côté, non. Et on avait vraiment envie de ce personnage-là. Et ça a été très compliqué justement de déconstruire ça en disant bah non, il y avait des femmes qui étaient comme ça, qui militaient pour le droit de vote déjà à l'époque. Et on avait envie que ça soit une aristo qui soit comme ça. Et ça a été extrêmement compliqué. Et on a dû, dans le tome 2, expliquer un petit peu plus le personnage pour que justement, en disant, bah non, ça existait ces femmes-là à l'époque.
Et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait d'un point de vue historique, on nous colle toujours des personnages féminins faibles, mais l'histoire de France, parce que je suis très cocorico, on a une histoire magnifique, l'histoire de France, mais regorge de personnels féminins super forts. Et de l'Antiquité à nos jours, enfin, il n'y a pas besoin de passer sur le 21e siècle, que ce soit le Moyen-Âge, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Et plus il y a des personnages féminins forts, des femmes de pouvoir, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Alors, elles ont été en fonction... Non, alors en fonction des siècles, certaines étaient mises en avant, puis après on les mettait plus en avant. Vous regardez la Renaissance, on a complètement écrabouillé le Moyen-Âge. Alors qu'il y avait des sacrées bonnes femmes au Moyen-Âge. On a eu des reines de France extraordinaires, des grandes duchesses, des grandes comtesses qui ont vraiment changé l'histoire de France. Mais non, on n'en parle pas trop, on va juste garder la date de telle et telle bataille et puis ça ira bien comme ça. Parce qu'il y a eu toute une déconstruction de l'histoire, et notamment à partir de 1850 à 1950, on a flingué l'histoire de France. C'est-à-dire qu'on est tombé dans un espèce, alors désolé messieurs, mais de patriarcat vraiment très sécos, où on allait plutôt mettre en avant la bataille de je sais pas quoi et le chevalier Bilut qui avait très bien fait son office, attention, c'était un très très bon combattant, mais on n'allait pas expliquer le pourquoi du comment de l'alliance que deux reines avaient fait avant, et qui est donc d'où en découlait cette paix, d'où en découlait ceci et cela. Et au contraire, je suis d'accord avec toi, il y a tout un truc à déconstruire en fait. Tout un truc à déconstruire. Sans parler d'aristocratie, vous avez un certain nombre de femmes à ce moment-là qui, parce qu'elles sont veuves, parce qu'elles ont pas envie de se marier, beaucoup travaillent. Vous regardez les béguinages, c'est exactement ça. C'est des veuves, des jeunes filles, des vieilles filles qui ne voulaient pas se marier. Et elles construisaient un béguinage et elles pouvaient gérer, elles pouvaient même avoir une banque. Au Moyen-Âge, on dit toujours, ouais, on n'est plus au Moyen-Âge. Il y a des trucs, c'était pas si mal le Moyen-Âge. Les femmes étaient notamment gérantes de leur banque. Je vous rappelle que là, en France, une femme n'a pu avoir son chéquier que dans les années 60. Ah bien, j'ai envie de dire, vous savez, le 21e siècle, et le 20e siècle, il ferait mieux de sauter un peu. Hein. Là, on n'a pas encore une fois inventé le fil à couper le beurre, quoi.